Allez, on va parler rapidement de la RDC et puis de la Centrafrique avant d'aborder le dernier sujet. La RDC, donc, nous évoquions cette turbulence au sein de l'UDPS, le parti présidentiel. Chris Ega, vous aviez la parole et vous pensez qu'il fallait que le président Félix Tshisekedi puisse imprimer une certaine marque à son parti? Non, absolument, parce que vous savez, Tshisekedi, l'UDPS est parti d'un parti d'opposition à un parti qui gouverne aujourd'hui. Je crois que ce ne sont plus les mêmes données. Lorsqu'il y a ce virement-là, je crois à 180 degrés, parce que vous étiez dans l'opposition, et lorsque vous êtes dans l'opposition, les gens se permettent d'émettre des avis comme ça, parce qu'il y a des frondeurs, des gens qui veulent se faire entendre, des gens qui veulent conforter leur position, etc. Aujourd'hui, ce parti-là est devenu un parti qui est au pouvoir, qui a besoin davantage de discipline. Et je crois que c'est à cette discipline-là que Tshisekedi doit travailler aujourd'hui pour donner une orientation ferme à tout ce monde-là. Parce qu'il y a le monsieur-là qui est là, Chabani, qui fait feu de tout bois et qui va dans toutes les directions. Mais alors que c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé avec Tshisekedi, père, qui a été même secrétaire général de ce parti, je crois en 2011 et en 2016, ça a été le tour de Jean-Marc Kabonde. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un duel pratiquement au sommet, parce que Chabani se dit que l'autre là risque de lui damer les pions. Et puis, il est en train d'animer une fonte du palais pour déstabiliser le parti et se positionner. Je crois que celui qui doit mettre un haut là à cette dérive-là, il n'y a que le président. En quoi faisant? Pas forcément en distribuant des bois verts, mais peut-être qu'en faisant la promotion de ces cadres-là, en les plaçant tels ambassadeurs, peut-être, parce que c'est des gens qui n'ont pas démérité, qui ont travaillé pour certains, pendant plusieurs dizaines d'années, 2 ou 3, avec le père, qui aujourd'hui veulent avoir quand même leur place autour de la mangeoire. Ça, on peut le dire ainsi. Donc, il faut qu'ils sachent les placer pour faire taire cette fronde-là et se consacrer à la direction du pays. Est-ce qu'il est normal pour un président de régler les affaires intérieures de son parti? Oui, bien évidemment. Sinon, qui d'autre devrait le parti dont il n'est plus le président. Oui, bien évidemment. Mais c'est, quoi qu'on dise, c'est ce parti-là qui l'a porté au pouvoir. Même si on peut déplorer les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, c'est ce parti. L'UDPS reste son parti. Le parti fondé de toutes mains, fait par son père, et qui l'a porté au pouvoir. Et c'est parce qu'il est membre de l'UDPS, sinon il aurait été président d'un autre parti, qu'il ne serait pas président aujourd'hui. C'est une réalité. Mais moi, je pense que le problème se situe à 2 ou à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que la transmission de pouvoir paterno-filial qu'il y a eu au sein de l'UDPS a créé des remous même au sein du parti. Il ne faut pas oublier que tous les cadres n'étaient pas d'accord, en tout cas, au décès de Tshisekedi père, que Félix prenne le pouvoir. Ça, c'est une réalité. Il y avait déjà eu scission. Il y avait déjà une scission existante au sein du parti. Il y a une scission qui est allée en grandissant avec la formation de la coalition Lamouka. Beaucoup d'autres cadres n'étaient pas d'accord avec cette participation à la coalition Lamouka. Et le départ de Tshisekedi de la coalition Lamouka, beaucoup d'autres cadres également n'étaient pas d'accord avec ce départ de la coalition Lamouka. Et donc, il y a eu ces petites scissions-là qui ont créé un fossé au sein de l'UDPS avant la session surprise, parce que je suis persuadé que Tshisekedi même à la veille de la proclamation, était tout sauf préparé au fait d'être celui qui allait être le président du Congo. Maintenant, ce qui se passe, et ça, c'est le deuxième aspect, et je pense même le plus important, Tshisekedi a hérité du pouvoir avec rien. Il a hérité de la présidence, mais n'a rien eu pour l'accompagner. Il y a le parti de Kabila, le Front, le FKK, qui le Front commun du Congo, a tout aujourd'hui. Qui a les principaux sénateurs, qui a le gouvernement, donc qui maîtrise l'exécutif. Et donc, Tshisekedi est comme
un roi sans royaume. Il est président, mais il n'a véritablement pas de main, ce qui aurait pu l'aider en vérité. Parce que pour tous ces cadres de l'UDPS qui ont traversé vents et marées avec son papa, comme le disait Chris tout à l'heure, c'était l'occasion de se faire une place au soleil. Mais aujourd'hui, ces personnes-là se rendent compte que Félix est président, mais il est le seul en réalité qui bénéficie d'un combat qu'il n'a pas fait lui-même en entièreté. Beaucoup d'entre eux ont combattu avec son père pendant que Félix était encore un enfant. Et ils s'attendent naturellement à ce que Félix leur envoie le retour de l'ascenseur. Mais je n'ai pas l'impression qu'il ait véritablement toute cette lassitude-là pour pouvoir nommer qu'il veut ou placer qu'il veut. Et c'est ça qui lui pose problème. Et je pense que cette fronde créée sciemment au sein du parti est faite à dessein pour lui rappeler en réalité ses responsabilités, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que Félix veut gouverner à la Kabila, veut gouverner avec les kabylistes. Et je pense qu'au sein de son parti, ça ne peut que créer des frustrations. Et il est tout à fait normal que ce parti élève la voix. La voix n'aurait pas pu être élevée autrement qu'à travers ces dissensions internes-là, pour que Félix trouve rapidement le moyen de récompenser ces personnes-là. Parce que quand vous faites de la lutte politique jusqu'à un moment donné et que vous accédez au pouvoir, il y a ce qu'on appelle le butin de guerre. Et les membres de l'UDPS aujourd'hui attendent avoir ce butin de guerre. Justin Nani, au même moment, est-ce que Félix Tshisekedi n'a pas un intérêt à avoir une division dans son parti pour qu'il n'y ait pas un front contre lui aussi? Bon, un intérêt, moi je ne saurais le dire. Mais la question est de savoir aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement il a le pouvoir? Je ne le pense pas. S'il n'a pas le pouvoir, ça voudrait dire que c'est ce qu'on observe là, les frondeurs qui sont ici et là, et ce qu'on observe, nous même au sein du parti, la scission, la division, certains même qui ont pris position carrément peut-être pour en découdre avec lui et sans pourtant le dire, ça déborde en suffisance qu'il n'a pas le levier du pouvoir. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes au pouvoir en tant que président de la République et qu'on parle de l'alternance politique dans ce pays, comme le Grand Congo, la question de savoir est-ce que véritablement le Congo a eu son alternance politique. Et sur cette base-là, certains qui n'ont pas accepté la démarche de Kabila et de Félix et sont dans leur camp aujourd'hui. Et d'autres qui n'ont pas aussi aimé la façon dont les choses ont évolué et que lorsqu'ils quittent la tête du parti, qu'aujourd'hui c'est un autre qui prend la tête, et puis avec l'organisation ou l'organigramme même de ce parti, il y a également des gens qui sont là qui n'arrivent même pas à partager. Donc, à partir de ces éléments-là, je pense qu'il n'a pas véritablement le levier du pouvoir pour pouvoir imposer. Comme Marc Venel le dit, c'est le moment peut-être de partager le gâteau, si gâteau devait y avoir à partager. Mais est-ce que véritablement il a le pouvoir de pouvoir dire, bon ok, je place mon mec là, je décide ça, je place celui-ci en tant qu'ambassadeur ici, ainsi de suite, comme ça se fait généralement dans les gouvernances. Donc ça amène peut-être à poser la problématique réelle même de l'alternance politique dans ce pays, et qui moi je ne vois pas, et qui, la conséquence directe aujourd'hui, c'est la division de ce parti, alors qu'en réalité, ce parti devait être uni et aider Félix dans son mandat, au cours de son mandat, pour véritablement poser les bases réelles et progressivement pour que le Congo puisse quand même connaître l'alternance politique. Ce qu'on observe là, bon, les kabylistes sont là, ils décident, ils imposent leur suprématie. Mais est-ce que Félix a le pouvoir, la décision de dire, bon, il ne faut pas aller là, il ne faut pas marcher ici, il ne faut pas faire cela? Ça fait que véritablement, vous prenez par exemple l'Assemblée nationale, vous prenez le Sénat, vous prenez les États, les gouverneurs, les sommités. Félix n'a pas la manette. Maintenant, la conséquence directe, c'est ce qu'on observe au niveau de son parti. Je pense qu'il doit revenir à de meilleurs sentiments pour réorganiser son parti. Sinon, je ne pense pas qu'il puisse quand même aller au-delà d'un mandat. Mais celui quand même que Félix a choisi pour lui succéder à la tête de l'UDPS, Jean-Marc Kaboun, ce n'est pas n'importe qui. Il a aussi de la poigne. Absolument. Il devra lui-même s'affirmer aussi pour remettre de l'ordre dans le parti. Oui, vous savez, c'est un homme du terrain, comme on dit. C'est quelqu'un qui a été toujours là, qui était déjà là, autant, on l'a dit tout à l'heure, autant de Tshisekedi père, et qui maintenant se fait davantage de place. Et je crois que c'est ce qui suscite auprès de ses compagnons, une forme de jalousie, parce que ce n'est pas quelqu'un qui démérite quand même, c'est quelqu'un qui s'est construit à force de poignée. Ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe. C'est quelqu'un qui s'est fait son chemin et qui n'est pas venu là que par ses propres moyens. Et maintenant, je crois que pour arbitrer ce jeu-là, il revient à Tshisekedi
de dire ce qu'il veut et de mettre de l'ordre. C'est pour cela que je parlais tantôt de charisme, parce que il est aujourd'hui président et on ne peut pas se dire qu'il n'est pas président de son parti. S'il n'est pas président de son parti, peut-être qu'il est tout simplement le super président de ce parti-là, parce qu'il lui faut un instrument politique et cet instrument-là se trouve au sein de son parti. Surtout qu'en ce moment, il forme un tandem avec Kabila, mais le guidon de ce tandem est tenu par Kabila. Justin Anani vient de le dire. Mais je crois qu'il a 24 ministres. S'il a 24 ministres, je crois qu'il peut aussi avoir droit à un certain partage avec Tshisekedi sur le plan des gens à placer sur la tête des institutions à l'étranger, etc. Je crois que la RDC est un grand pays, un pays riche, et un pays où on peut trouver quand même un peu pour tout le monde, parce qu'il se pose cette question-là de partage, surtout de la redistribution de la dividende qui est acquise au lendemain de sa désignation. Donc je crois qu'il lui revient de dire ce qu'il veut, qui il veut travailler, et s'il persiste des gens, des frondeurs, c'est le moment peut-être de les mettre à la porte tout simplement parce qu'il est président et je crois qu'il a ces prérogatives-là. La Centrafrique, c'est le troisième sujet international qu'on va évoquer. Un groupe armé centrafricain, signataire d'un accord de paix avec Bangui, a affirmé jeudi qu'une de ses bases a été attaquée par la mission des Nations Unies dans le pays à Kouy, c'est dans le nord-ouest de la Centrafrique. L'attaque a débuté tôt le matin et s'est poursuivie jusque dans l'après-midi avec des bombardements aériens, a déclaré le général Siwo, porte-parole du mouvement Retour, Réclamation, Réhabilitation, 3R en abrégé, sans préciser le bilan des affrontements. Le mouvement 3R fait partie donc de ces 14 groupes qui ont signé l'accord de paix de Khartoum. Et le général Siwo a déclaré « Nous ne nous retirons pas de l'accord ». Mais Marc Aboufla, il était quand même temps que la mission des Nations Unies utilise les moyens forts. Oui, bien évidemment. Vous savez, nous avons toujours reproché à cette Centrafrique, à l'ONU, dans le cas centrafricain, cette sorte de passivité-là, ou d'être resté passif pendant que des populations étaient attaquées, pendant que des groupes rebelles qui étaient censés respecter le cessez-le-feu n'est pas respecté ce cessez-le-feu-là. Et donc, il était temps que l'ONU prenne ses responsabilités vis-à-vis surtout de la population centrafricaine qui était presque dépitée parce que, en plus de supporter la présence de ces groupes armés, de supporter la présence de cette ONU-là qui finalement ne faisait rien. On avait même l'impression que l'ONU cautionnait ou adoubait en quelque sorte ces groupes armés qui faisaient du mal à ce pays-là. Donc je pense que c'est une décision qu'on peut discuter sur le timing de ces frappes-là. C'est une décision tout à fait judicieuse de s'interposer en tant qu'une force qui doit être respectée justement parce qu'elle est au service de la population et parce qu'elle n'est pas là pour un camp ou pour un autre. Oui, et c'est les forces, en tout cas le groupe armé 3R, qui avait d'abord commis une atrocité en massacrant 46 civils. L'ONU lui a demandé de livrer les auteurs de l'attaque. Il ne s'est pas exécuté. L'ONU a été obligé de frapper. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, l'ONU ou les soldats de l'ONU qui sont dans ce pays ont laissé faire. Ils ont laissé faire énormément. Des atrocités ont été commises au regard, sous leurs yeux, ils n'ont pas réagi. Et la passivité dont on parle aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, les accords ont été signés, on parle de désarmement, mais les forces en présence, il y a certains qui ne veulent pas quand même se désarmer. Ils continuent pas à poser des actes ignobles. Et ça amène à poser les bases réelles même de la mission de l'ONU. On peut estimer que c'est la force tampon entre les belligérants sur un terrain de conflit ou de guerre. Mais lorsque ça dépasse les entendements, je pense qu'il revient également de définir, donc dans la règle, dans la mission qui est confiée à l'ONU, de pouvoir quand même agir à un moment donné si certains s'entêtent à ne pas respecter les accords ou qui s'entêtent à prendre des civils comme le cible, de pouvoir quand même agir. Moi, je pense que c'est une très bonne démarche. Et au-delà de ça, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est un pays à conflit d'intérêts.
énorme. Et j'ose croire que l'ONU aussi a sa part de responsabilité dans ce qu'on observe aujourd'hui au niveau de la Centrafrique. Mais à un moment donné, il faut s'y faire quand même la fin de la récréation. Je pense qu'il revient à l'ONU pour pouvoir continuer à évoluer sur ce terrain-là et mettre fin aux atrocités dans ce pays de la Centrafrique. Chris Sega, c'est un signal musclé que l'ONU vient d'envoyer là. Bon, peut-être qu'il faut placer les choses dans leur contexte, parce que tout à l'heure, mes deux confrères ont parlé respectivement de la passivité de l'ONU, mais je crois que cette passivité-là aussi, il faut le replacer dans les... peut-être, il faut qualifier ça, parce que vous savez, tout dépend du mandat que l'ONU reçoit lorsqu'il intervient. Elle intervient, par exemple, dans un pays. Je crois que jusqu'ici, il n'est permis aux forces onusiennes sur le terrain que d'intervenir dans les conflits avec la force que dans deux conditions spéciales. C'est quand les soldats eux-mêmes sont menacés ou c'est quand les populations civiles sont attaquées par les rebelles. Et je crois que c'est dans le cadre de cette deuxième condition-là que l'ONU, cette force-là est intervenue. Parce que, vous le savez, c'est vrai que le procès qu'on fait souvent à l'ONU, c'est que l'ONU n'est pas dotée sur le lieu des conflits. Les forces ne sont pas dotées d'un mandat vigoureux qui leur permette d'aller au-delà de leurs compétences de force d'interposition pour ramener la justice en attaquant directement sur le terrain. Lorsque vous considérez l'ONU à travers son histoire d'intervention, par exemple en Angola, l'ONU n'a pas pu jouer son rôle. Il a fallu que Savimbi soit tué, malgré la présence des forces de l'ONU, et la guerre est allée jusqu'au bout. C'est quand a chuté Savimbi que la paix est revenue dans ce pays. Vous prenez même le Congo, Brazzaville, c'est Brazzaville de Sassou Nguesso. L'ONU se préparait déjà à intervenir lorsque Sassou Nguesso attaquait le pouvoir légitime qui était installé de l'Issouba, Pascal l'Issouba. Voilà, et malgré les tractations que l'ONU menait, c'est que ça soit réussi quand même à chasser du pouvoir Pascal l'Issouba. Dans cette région-là, l'ONU a toujours ce problème, et lorsqu'elle intervient, je ne sais pas, parce que les termes de ces